Donc, je vais vous présenter un projet qui est en cours et qui est en fait le prolongement de travaux qu'on avait fait avec Luc Baudeville sur l'hyperconnexion à l'hôpital, puis le stress que ça générait chez les professionnels de la santé. Et puis, suite à ce projet-là, il y a eu un appel des IRSC pour le développement de technologies et on s'est dit, ben, on va y répondre vu que les IRSC, les Instituts de recherche en santé, financent ce type de projet-là. On ne va pas laisser forcément la place toujours à des gens en génie ou en computer science pour faire des choses, mais peut-être que nous, on peut aussi proposer des idées. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on a soumis ce projet-là et à notre grande surprise, il a été financé. Donc, c'est qu'il y avait un intérêt du côté des IRSC. Donc, je vais reprendre rapidement, vous verrez le contexte un petit peu quand je parle de stress numérique à l'hôpital, ben, comment nous, on a défini ça. Puis surtout, l'impact que ça avait sur l'activité clinique des professionnels de la santé, puis comment, dans notre précédente recherche, on avait pu montrer comment ils géraient ce stress-là, parce que naturellement, ils sont amenés à le gérer. Et ils développent un certain nombre d'outils à la fois collectifs et personnels qu'on avait pu mettre en avant dans les premiers travaux qu'on avait faits. Donc, à la suite de ça, je partirai sur ce projet qu'on appelle Cognit, qui est le nom en fait de l'application qui commence à émerger et à voir jour. Et puis, surtout, je mettrai l'accent sur la méthode qu'on a voulu privilégier, qui est une méthode de participatory design, et puis dans laquelle on implique vraiment les professionnels de la santé dans le développement de cette technologie-là. Puis je reviendrai à la fin sur un retour réflexif sur un des premiers ateliers qu'on a fait, puis qui soulève un certain nombre de questions que je soumettrai aussi à discussion ici. Donc, rapidement, pour reprendre un petit peu le contexte, nous, on sait que les professionnels de la santé, parce que beaucoup d'entre vous l'ont déjà observé, évoluent quand même dans un environnement de travail où sont présentes de nombreuses technologies qui permettent certes une certaine fluidification des communications, puis ça les aide beaucoup dans leur travail, mais qui entraînent aussi une forme de congestion du fait que ces travailleurs-là sont contraints d'être joignables en tout temps, partout, et ils subissent comme ça une pression temporelle qui est devenue omniprésente dans leur quotidien et ils s'en accommodent, ils vivent avec. Ils doivent répondre à des injonctions multiples et puis on a essayé, nous, de catégoriser un petit peu, de trouver un peu, de définir qu'est-ce que c'est que ce stress numérique à l'hôpital et puis, généralement, on va distinguer différentes formes de surcharge et c'est ces surcharges-là sur lesquelles nous, on a mis l'accent, à la fois une surcharge cognitive qui fait référence au fait que, ils doivent, je dirais, traiter souvent de multiples informations sous différents formats, que ce soit écrit, que ce soit des imageries, que ce soit verbal, et que ces sources, ces demandes multiples créent une pression cognitive. Et on verra qu'il peut avoir un impact aussi sur la prise de décision clinique ou sur la réactivité. Donc, c'était une première forme de surcharge qu'on a identifiée. Autre forme de surcharge qu'on connaît bien tous, c'est la surcharge informationnelle qui est caractérisée en fait par l'abondance d'informations à traiter dans un délai relativement court et qui va créer d'ailleurs ce sentiment d'urgence, qui va l'amplifier. Et puis une surcharge communicationnelle qui est surtout due à l'effet de superposition de différents dispositifs de communication. On parlait du dossier informatisé tout à l'heure, mais dans les systèmes d'information médicaux se superposent. Quand il y a toujours un nouveau qui arrive, il n'enlève pas les anciens. Et puis d'ailleurs, dans les professionnels avec qui on a discuté, nous, ils ont 3, 4, 5 systèmes qui fonctionnent en parallèle et qui exigent même souvent certains des logins différents pour rentrer dans chaque système. Donc c'est un petit peu ça aussi, cette surcharge communicationnelle. Alors, évidemment, cette surcharge-là, elle a un impact sur l'activité clinique. C'est documenté à la fois en sciences de la communication, mais c'est documenté aussi dans les revues en sciences médicales.
Alors évidemment, ils essaient de catégoriser ça, mais ce stress numérique-là, ben, il provient de l'association de différents facteurs qu'on a vus, hein, cette production croissante d'informations en volume, en flux. Mais on voit aussi, par exemple, que la question des interruptions ou du multitasking, c'est quelque chose d'important et ça a un impact sur l'activité clinique parce que ça peut être une source d'erreurs cliniques en termes de prise de décision et ça, c'est très bien documenté. Mais en même temps, ça augmente cette charge cognitive-là, augmente le stress et l'anxiété, hein, parce qu'il y a évidemment le risque d'erreur qui génère un stress et une anxiété. Donc, on voit par exemple, là, au niveau du type d'activité, j'ai trouvé que c'était assez. Les interruptions sont très, très fréquentes. Ils sont fréquemment en termes d'interruption, hein, que ce soit un collègue, que ce soit un message qui arrive, etc. Au niveau de la documentation, on fait référence là au fait qu'ils doivent consulter différents systèmes de documentation parfois. Et puis le multitasking qui sont des éléments importants de la surcharge auquel ils font face. Donc c'est quelque chose de très documenté. Et nous, ce qui nous a intéressé aussi, c'est de voir que ces différentes formes de surcharge, elles, dans la littérature, on dénombre un certain nombre de conséquences, une augmentation du temps passé sur une tâche. Donc, on pourrait croire que les systèmes d'information, je dirais, permettent d'augmenter l'efficacité ou la productivité, mais au contraire, souvent, ça rallonge le temps de prise de décision. Une augmentation de la charge cognitive et un impact clair sur la prise de décision clinique et sur le risque d'erreur, ça, c'est documenté. Et évidemment, une augmentation du stress et une diminution de la satisfaction au travail, ce qui fait que dans certains aussi milieux hospitaliers, les ressources humaines ont du mal à recruter et il y a aussi un roulement de personnel relativement important. Ce qu'on a remarqué, nous aussi, dans nos travaux, c'est qu'effectivement, quand on regarde cette question du stress numérique dans d'autres contextes professionnels, souvent, ce qui va être offert aux professionnels, c'est des moments de déconnexion. Sauf que dans ce milieu-là, quand on leur dit ça, ils nous disent c'est impossible, on ne peut pas se déconnecter, il y a un risque pour le patient, il y a un risque pour le système. Donc, ils vivent une impossible déconnexion. Ils doivent être constamment connectés. Et pour eux, limiter le stress numérique passe par d'autres stratégies. Alors, ces autres stratégies, nous, on les avait documentées. Il y a à la fois des stratégies collectives. Par exemple, dans la précédente recherche qu'on a faite, on s'est rendu compte que souvent le collectif devenait une source d'entraide, une source de soutien et permettait parfois même d'anticiper les problèmes parce qu'on pouvait avoir de l'information de la part du collectif en temps réel et on pouvait aussi s'appuyer sur le collectif pour pouvoir anticiper un certain nombre de choses. Et puis, ça leur permettait aussi de reprendre le contrôle sur cet environnement-là qui pouvait être stressant. Donc, une des ressources pour eux, c'est le collectif de travail. Une autre ressource qu'ils avaient pour essayer de reprendre le contrôle sur cet environnement-là, c'était un certain nombre de stratégies individuelles qu'ils développaient, notamment, nous, on avait dit en asservissant leur environnement informationnel. Et puis, ils réorganisaient un peu leur système d'information pour essayer d'accéder à l'information plus rapidement. Alors, c'est sûr que nous, on s'est dit, bien, manifestement, ils développent de manière individuelle ou collective des stratégies pour reprendre le contrôle. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de répondre à ce besoin de reprendre le contrôle sur cet environnement de travail tout en restant connecté? Peut-être essayons de solutionner le mal par le mal, c'est un petit peu provocateur, mais en disant, est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler cette technologie-là en leur permettant de reprendre le contrôle, sachant qu'ils doivent vivre avec, qu'ils doivent s'en accommoder, ils ne peuvent pas se déconnecter de toute façon. Donc, deux questions que ça s'est venu soulever pour nous. La première, c'est quelle solution technologique peut être proposée aux médecins et infirmières travaillant en hôpital qui sont soumis à ce stress numérique? Et comment cette solution, elle peut permettre de gérer les différentes formes de surcharge qu'on a identifiées, qui sont les surcharges cognitives, informationnelles et communicationnelles. Alors, pour répondre à ces questions-là, on a décidé de privilégier une méthode de design participatif. Donc,
où l'idée, c'était pour nous d'impliquer les médecins et les infirmières dans le processus de conception de cette technologie, notamment parce que ça nous permettait de leur donner la parole, mais en même temps de pouvoir avoir une analyse de leur pratique, une analyse de leur activité, une analyse qui va être faite par eux aussi, pas juste par nous comme chercheurs, mais aussi d'avoir accès à ces savoirs expérientiels qui sont issus de leur quotidien. Donc, ils sont le design participatif, évidemment, c'est une méthode qui est empruntée aux méthodes scandinaves. Il y a une longue tradition d'ateliers de design participatif. Donc, on reprend, je dirais, cette tradition-là, on s'inscrit dans cette tradition-là. C'est l'idée que les professionnels de la santé sont pour nous des partenaires dans le processus de conception et puis qu'ils vont jouer un rôle non pas uniquement d'utilisateurs, mais vraiment de collaborateurs dans le processus de développement de cette technologie. Alors, c'est un processus aussi qui est itératif, donc qui va demander un certain nombre de boucles d'itération. Il faut savoir quand même que dans de nombreux projets de design de technologie numérique en santé, souvent les utilisateurs, qui vont être des professionnels, sont considérés comme des facteurs humains plutôt que comme des acteurs humains d'une certaine manière. Et puis, on va les intégrer à l'implantation de cette technologie, souvent en bout de ligne, pour la tester un peu et puis pour leur demander un peu leur avis. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'en faire des partenaires et puis de collaborer avec eux, mais des partenaires au même titre que les développeurs ou les ingénieurs qui vont développer le système. Alors, je vais rentrer tout de suite dans ce qui s'est déjà déroulé. Donc, en juillet de cette année, on a eu une première rencontre interdisciplinaire où on leur a présenté le projet. On leur a présenté aussi les résultats de la précédente recherche, parce qu'évidemment, ce projet-là s'inscrit dans ces résultats-là. Dans la précédente recherche, on avait identifié des stratégies qu'eux-mêmes mettaient en place. Et on a essayé de voir comment ces stratégies-là, eh bien, elles pouvaient se traduire en termes de fonctionnalités à prioriser dans la technologie à développer. Et en discutant avec eux, il s'est avéré qu'il y avait 3 fonctionnalités qui pour eux faisaient sens. La première, c'est évidemment toute la charge cognitive. Dans les discussions, c'est quelque chose qui est revenu en disant il nous faut quelque chose pour réduire notre charge cognitive. Donc, il nous faut quelque chose qui puisse nous réorganiser d'une certaine manière notre espace informationnel. Nous, on avait appelé ça asservir l'environnement informationnel. Ils sont revenus sur ça. Donc, en filtrant un peu le flux d'informations, peut-être en travaillant la visualisation de l'information de manière à réduire la charge cognitive, et puis surtout quelque chose qui leur permettrait de mieux prioriser au niveau de la prise de décision clinique. Donc, premier élément sur lequel ils nous incitaient à travailler. Deuxième élément, c'était aussi l'importance du collectif. On l'avait souligné dans la précédente recherche, et eux, ils ont dit, nous, il nous faut localiser nos ressources. Plus on arrive à rapidement localiser les ressources disponibles dans les différents services, donc plus ça va nous aider aussi, ça va alléger notre charge et ça va aussi nous aider à travailler plus rapidement. Donc, des fonctionnalités qui pourraient permettre d'identifier les ressources disponibles dans les services, que ce soit les professionnels de soutien, les équipes, les intervenants sociaux, etc. Mais aussi une fonction qui permettrait de supporter la communication et la coordination intra- et inter-services. Et enfin, une dernière fonction qu'ils trouvaient intéressante, c'est l'idée de pouvoir anticiper les besoins. Et notamment peut-être anticiper le flux d'activité. Par exemple, certains disaient, quand on travaille de jour, de nuit ou de week-end, l'activité n'est pas la même. On n'a pas les mêmes pics d'activité. Et puis, par contre, il y a des patterns d'activité. Par exemple, un médecin nous disait, aux urgences, nous, le samedi soir, on sait qu'entre telle heure et telle heure, il va y avoir une recrudescence d'entrée de patients au triage. Et qu'en même temps, je sais qu'à 3 heures du matin, l'imagerie, je l'aurai plus jusqu'à telle heure. Donc, pour lui, il y a un flux d'activité qui peut quand même essayer de contrôler, d'anticiper. Puis, le fait que d'avoir peut-être une technologie qui lui permet de visualiser ce flux-là pour voir des patterns d'activité sur des quarts de travail pourrait les aider à anticiper un certain nombre de choses. Donc, on est
tombé d'accord sur le fait qu'on allait mettre l'accent sur ces 3 fonctionnalités-là. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on a organisé un premier atelier de design participatif dans lequel on a mis surtout l'accent sur cette première fonctionnalité, sur la réduction de la charge cognitive. Le premier atelier visait surtout à comprendre et préciser le contexte d'utilisation peut-être de cette future application dans différents services et d'essayer de catégoriser, prioriser et visualiser le flux d'informations nécessaires à l'activité clinique. Donc, on avait besoin, nous, de connaître leur contexte de travail, comment ils travaillent avec cette information. Donc, on a fait 2 activités, une activité de cartographie de l'information, puis une session de création prototypage pour voir comment ils verraient ça, cette information-là s'organiser sur leur écran. Donc, en gros, je vais passer assez rapidement, mais en gros, dans la première tâche, on leur demandait d'imaginer d'être dans une situation concrète. Donc, ça, c'est un exemple de situation. Vous travaillez aux urgences, etc. Vous débutez votre quart de travail, donc on les mettait en situation. Et puis après ça, il y avait deux séries de questions qu'on leur posait sur l'information. Et puis après, on avait un deuxième exercice sur la catégorisation de cette information-là, parce que nous, ce qu'on voulait faire émerger, c'est des catégories d'informations importantes. Ça nous a permis de faire une cartographie de l'information. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont séparé, ils nous ont dit, il y a 2 types d'informations importantes pour nous, c'est l'état du patient, mais c'est aussi l'état du département. Et quand ils parlent d'état du département, c'est par exemple les lits disponibles, les patients qui sont partis, mais tout ce qui est aussi l'état du patient. Donc ça nous a permis de faire une première cartographie de l'information avec laquelle ils travaillent, et dans un deuxième temps aussi de pouvoir créer des catégories, de voir émerger des catégories. Par exemple, on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte qu'ils réorganisaient, ils avaient besoin de réorganiser l'information en fonction de la temporalité de l'activité clinique. L'historique de l'information médicale, l'information qui est connue, l'information médicale générée depuis l'hospitalisation en temps réel et l'information attendue à venir, toutes les requêtes et les demandes en attente. Donc, spontanément, ils ont réorganisé qui n'est pas comme ça dans leur système actuel, mais ils l'ont réorganisé de cette manière-là. Et puis, une structuration de l'information aussi autour de 2 dimensions, à la fois le statut du patient, ce qu'ils ont appelé l'état du patient, et le statut du service ou du département, l'état du département ou du service. Donc, nous, ça nous a permis de voir émerger des priorisations, des catégories émergentes avec lesquelles on va travailler. À l'heure actuelle, dans la deuxième activité, on leur demandait de faire un petit peu de prototypage papier pour voir comment justement toute cette catégorie émergente, ils la verraient concrètement sur un écran ou sur différents écrans. L'étape suivante pour nous, ça va être de travailler avec l'équipe informatique qui est chargée de développer évidemment la technologie. Donc, il va y avoir 2 choses. Il y a un choix qui a été fait de programmation en langage naturel, donc avec de développer une intelligence artificielle. Et donc là, l'idée des ingénieurs, c'est d'utiliser les catégories émergentes qui vont évidemment se raffiner au fur et à mesure des itérations avec les cliniciens pour créer leur taxonomie et leur classification qui va servir, je dirais, à l'intelligence qui va arriver derrière. Et en même temps, un travail de visualisation de données au niveau de l'interface écran qui va se faire aussi en parallèle. Alors évidemment, ça va être un travail de coordination entre ces différents acteurs-là. Et puis pour nous, ça soulève, c'est une collaboration interdisciplinaire où on a des professionnels de la santé, informatique, communication. Donc l'apport de la méthode, je trouve qu'elle est intéressante à plusieurs prises parce que ça nous permet d'accéder aux connaissances expérientielles des acteurs, d'analyser leurs pratiques. Mais en même temps, ce qu'on voit émerger, c'est des objets frontières qui vont nous permettre aussi de dialoguer, faire un dialogue entre les professionnels de la santé, les ingénieurs informatiques qui vont programmer et nous-mêmes. Et effectivement, la question qui se pose pour nous, c'est, on voit émerger plusieurs formes d'objets frontières, quel va être leur rôle dans la suite du processus, et puis peut-être d'essayer de mieux comprendre le rôle de ces objets frontières-là dans le processus de design participatif plus précisément, parce qu'il y a quand même un travail de coordination entre différents mondes, parce que travailler avec l'ingénieur, ça m'a pris du temps à comprendre qu'est-ce qu'il voulait quand il parlait de taxonomie. Puis en fait, je me suis rendu compte
assez vite à un moment donné qu'effectivement, c'était ces catégories-là. Alors évidemment, on va devoir aussi voir les catégories qui ont émergé, si elles lui servent à lui ou non, de quelle manière on peut les raffiner aussi de manière itérative. Donc le prochain atelier, le deuxième atelier, va se designer aussi avec l'ingénieur en fonction aussi de ses besoins et en fonction de ce qu'on peut aller chercher comme information auprès des cliniciens. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour maintenant. Merci.